Bonjour, bienvenue et bonne année. Donc, un webinaire que nous avons souhaité réaliser pour deux grands sujets. Un premier, essayer d'apprendre de ce qu'on pourrait qualifier les échecs du dépistage, c'est-à-dire éventuellement les cancers d'intervalle qui existeront toujours, mais qu'il faut donc à chaque fois analyser pour essayer de voir ce qui peut éventuellement être modifié pour les éviter autant que faire se peut. Le deuxième, c'est tout aussi important, c'est de rediscuter de quelque chose qui se fait encore et qui est le co-testing, qui peut être un surdépistage et qui peut malheureusement aboutir éventuellement à un surdiagnostic, voire un surtraitement, et qui de ce fait-là, si c'est trop fréquent, est je dirais, véritablement un handicap pour une politique de dépistage. Donc ce sont deux sujets importants. Nous allons essayer de respecter les temps de parole. Comme je ne suis pas un professionnel du temps de parole et qu'en plus, j'ai plutôt tendance à dépasser très largement, nous aurons ici un maître du temps, c'est le docteur Botofeki, que je remercie de bien vouloir prendre ce rôle qui est toujours un tout petit peu ingrat. Et en même temps, vous aurez la faculté de pouvoir, au fur et à mesure, poser des questions écrites. Nous avons Madame Émilie Fridel de la Rue qui va les répertorier et nous allons, dans les temps de discussion, bien entendu, commencer par des questions écrites, mais nous pourrons aussi aborder les questions. Et quand vous aurez à ce moment-là, dans les temps de discussion, des questions à poser, n'hésitez pas à allumer votre micro et votre caméra pour que ce soit le plus convivial et le plus interactif possible. Je ne voudrais pas occuper davantage de temps de parole. Nous aurons, je dirais, certainement l'occasion encore de discuter dans les deux temps de discussion et je voudrais d'emblée donner la parole à, je dirais, au docteur Petit-Didier qui a fait une audite de nos cancers invasifs à partir desquels on pourra effectivement tirer un certain nombre de leçons et ensuite discuter. Donc, je donne la parole à Justine Petit-Didier. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'audit des cancers du col de l'utérus survenu en Alsace de 2015 à 2017 chez les femmes alsaciennes âgées. T'entends plus, Justine. Je ne sais pas pourquoi vous m'entendez. Voilà. Mon micro est activé. Donc, le CRCDC gère le dépistage organisé du cancer du col et le suivi des tests positifs dans la région Alsace. Dans ce cadre, il collabore avec le registre des cancers du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pour améliorer l'exhaustivité du suivi. Les cancers infiltrants du col de l'utérus de la base de données du CRCDC ont été répertoriés pour réaliser un audit des cancers survenus au cours des années 2015, 2016 et 2017 chez des femmes alsaciennes âgées de 25 à 65 ans. Cet audit a pour but de réaliser une étude descriptive des cancers du col de l'utérus diagnostiqués en Alsace dans cette tranche d'âge et de mettre en lumière les facteurs associés à la survenue d'un cancer pour proposer des axes d'amélioration des pratiques de dépistage. Les variables que nous avons recueillies sont dans un premier temps les types de cancers, épidermoïdes ou adénocarcinome, sachant que les autres types de tumeurs ont été exclus, notamment les tumeurs neuroendocrines. On a également recueilli les stades au diagnostic selon la classification FIGO. Les stades FIGO 3 et 4, qui sont les plus avancés, ont été regroupés dans l'étude. Nous avons aussi recueilli l'âge au diagnostic de la patiente et le délai depuis le dernier test de dépistage. Nous avons également évalué la cohérence de la chronologie des invitations et relances envoyées, donc avant le diagnostic du cancer, et l'historique de la prise en charge depuis le premier test anormal. Alors, quelques définitions pour l'étude. Le diagnostic du cancer est effectué sur un examen histologique. On a considéré un problème de prise en charge quand plus de 6 mois s'étaient écoulés entre le premier test anormal et le diagnostic du cancer.
Les stades ont donc été définis selon la classification FIGO et ont été transmis par les registres des cancers du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Enfin, un cancer de l'intervalle est défini comme survenu dans les 3 ans d'intervalle, recommandé entre 2 tests de dépistage normaux. Donc, en d'autres termes, un cancer qui survient moins de 3 ans après le dernier test normal. Dans notre base, nous avons enregistré 160 cancers infiltrants. La collaboration avec les registres des cancers permet d'effectuer des confrontations des données afin de compléter les données du CRCDC et de connaître le nombre de patientes atteintes de cancer, mais absentes de notre base de données. D'après le registre du Bas-Rhin, il nous en manquait 3, donc 3 patientes atteintes de cancer du col dans le Bas-Rhin, mais qu'on ne connaît pas dans notre base de données. Et dans le Haut-Rhin, il en manquait 10. Sachant que la population du Haut-Rhin est moins élevée que celle du Bas-Rhin, il en manquait plus, ça traduit une moins bonne couverture du dépistage organisé dans le Haut-Rhin. Et on peut noter aussi qu'on avait effectué pour les années 1995 à 2001, donc sur une tranche de 7 ans, on avait effectué un audit des cancers. Et à ce moment-là, sur ces 7 ans-là, on avait enregistré 423 cancers infiltrants. Si on rapporte ça à notre tranche de 3 ans, ça représente 181 cancers, mais seulement dans le Bas-Rhin, alors que nous, de nos jours, on a 160 cancers infiltrants sur toute la région Alsace. On a donc enregistré 160 cancers infiltrants, 72 dans le Haut-Rhin et 84 dans le Bas-Rhin. La distribution des types de cancers ne différait pas en fonction des départements ni en fonction des années. On a regroupé les cancers en plusieurs catégories en fonction du contexte de diagnostic. La première catégorie, c'est les irrégularités de dépistage, donc des patientes qui sont irrégulièrement dépistées. C'était donc les patientes dont le dernier test de dépistage datait de plus de 3 ans. La deuxième catégorie, c'est les cancers de l'intervalle, donc survenus moins de 3 ans après le dernier test normal. Et la catégorie des problèmes de prise en charge. Et 10 dossiers n'ont pas pu être classés dans ces catégories parce que c'était des patientes qui sont arrivées dans notre base de données à peu près au moment de leur diagnostic de cancer. Donc, on n'a pas d'informations sur leur suivi antérieur. Alors, on peut penser que c'était des patients qui n'étaient pas dépistés puisqu'elles n'étaient pas dans notre base de données. Mais en même temps, c'est possible aussi qu'elles soient arrivées tout récemment en Alsace au moment du diagnostic. Donc, elles étaient suivies ailleurs, dans une autre région, mais on n'a pas accès à ces informations. La moyenne d'âge dans notre échantillon était de 48 ans environ. L'âge était associé au stade diagnostic. La moyenne dans la catégorie des patients diagnostiqués au stade 3 et 4 était de 53 ans contre 45 ans et 49 ans dans les 2 autres catégories. Nous avons évalué le stade diagnostic en fonction du contexte de diagnostic et celui-ci y était associé. Les femmes avec irrégularité des dépistages avaient des stades de diagnostic plus élevés que les autres, avec 37,5% de stades 3 et 4 contre 17% dans la catégorie des cancers de l'intervalle. Et les dossiers avec problème de prise en charge étaient à 80% diagnostiqués au stade 1. Donc, pour représenter les données de manière plus visuelle, c'est les résultats du tableau précédent, mais sous forme de graphique, présentant la proportion de stades de diagnostic dans les 3 catégories. Et on voit bien l'évolution de la proportion des stades 3 et 4 en bleu clair, avec 37% dans la catégorie des irrégularités, 37% de stade 3 et 4, 17% de stade 3 et 4. Justine, ton micro s'est coupé. Oui, c'est bon? Oui. Je ne comprends pas pourquoi ça se coupe. Je suis vraiment désolée. Nous avons également étudié les stades en fonction du délai depuis le dernier test. Dans la catégorie des cancers de l'intervalle, le délai depuis le dernier test de dépistage n'avait pas d'incidence. Et dans la catégorie des irrégularités, les données semblaient être distribuées différemment en fonction du délai. On a 40% de stades 3 et 4 pour les patients pour lesquels le dernier test datait de plus de 5 ans, contre 23% pour celles dont le dernier test datait de moins de 5 ans. Mais c'était pas une association
variation statistiquement significative. Nous avons étudié l'historique des prises en charge donc depuis le premier test de dépistage. Nous avons donc relevé 20 dossiers avec un potentiel problème de prise en charge. Alors, c'était principalement des patientes perdues de vue. Il y avait également des refus de traitement ou encore des patientes traitées mais pas assez suivies ou des biopsies trop tardives, mais ça rejoint un petit peu la catégorie des patientes perdues de vue. Il y avait également des discordances cytologie-histologie qui entraînaient des retards de diagnostic. Donc ça, c'est un exemple d'une patiente qui avait été perdue de vue. Alors, elle était venue en 2011 consulter son gynécologue pour un frottis qui était revenu au grade. Et ce frottis n'avait pas été suivi. Et elle est revenue en 2016 avec un frottis à nouveau au grade et un diagnostic d'un cancer infiltrant. Alors, évidemment, si le frottis de 2011 avait été suivi, on aurait probablement pu diagnostiquer des lésions précancéreuses qui auraient pu être traitées pour éviter le cancer de 2016. Et dans le cadre de notre mission de suivi, on a envoyé un questionnaire à son médecin suite au frottis de 2011 qui n'avait pas été suivi. Et celui-ci nous informe en fait que la patiente vivait entre la France et l'Arménie et que suite à son frottis de 2011, elle était partie en Arménie et donc il n'avait pas pu effectuer de suivi. Et donc certaines patientes ont des modes de vie plutôt instables tels que celle-ci et c'est pas toujours évident pour les médecins d'effectuer un suivi selon les recommandations. Il vous reste une minute, Justine. Oui. Donc, si vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. Oui, nous avons évalué la chronologie des courriers de relance et d'invitation. 27 dossiers présentaient un retard ou un manquement. 11 patientes qui n'avaient pas été invitées parce qu'elles n'entraient pas dans la tranche d'âge concernée par la vague d'invitation qui avait été lancée au moment où elles auraient dû l'être. Et lorsqu'on enregistre un cancer de l'intervalle, on demande une relecture par les laboratoires. Et on disposait sur les 48 cancers de l'intervalle de 17 résultats de relecture. Et sur ces 17 résultats de relecture, 8 ont été reclassés F5, ce qui correspond à haut grade. Et en tout, on avait un total quand même de 70% de faux négatifs. Donc en conclusion, on a enregistré donc 160 cancers infiltrants chez les femmes dans notre base de données. Cet audit a permis de mettre en évidence l'association du stade au diagnostic avec l'âge de la patiente et également au contexte de diagnostic avec des irrégularités de dépistage associées à des stades plus élevés au diagnostic. Concernant les problèmes de prise en charge, ils représentaient 12% des dossiers. C'était principalement des patients perdus de vue, mais aussi des discordances cytologie, histologie, auxquelles il est nécessaire de prêter une attention particulière pour éviter les retards de diagnostic. Et concernant les retards dans les invitations, ce problème tend à être réglé puisque nous ne comptons plus utiliser au CRCDC le système des tranches d'âge pour l'invitation des patientes. Voilà, merci pour votre attention. Merci Justine. Je propose maintenant tout de suite effectivement de donner la parole au Dr Fender. Dr Fender qui est la coordinatrice du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus pour le Grand Est, pour qu'on fasse, je dirais, une présentation complémentaire et ensuite on pourra un tout petit peu discuter. On a déjà dans ces données un certain nombre d'éléments qui sont des éléments importants et à partir desquels on peut tirer un certain nombre de leçons. Muriel. Bonsoir à tous et merci d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. Justine nous a montré quels étaient les défis pour lutter contre les cancers infiltrants et je vais essayer de vous présenter des pistes d'amélioration que nous devrions mettre en place au niveau du programme pour les éviter. Rappelez-vous, 51% des cancers sont liés à un dépistage irrégulier. Et les 6% où on n'a pas d'antécédents dans la base, une grande partie sont sans doute dues à une absence totale de dépistage. Il reste ensuite 30% de cancers d'intervalle et 13% qui sont contemporains d'une prise en charge non conforme. Les cancers liés à un dépistage irrégulier sont les plus nombreux et ont le plus mauvais pronostic. C'est donc contre eux qu'il faut d'abord lutter. Comment faire pour avoir une meilleure participation au dépistage?
D'abord, il faut qu'on améliore cette stratégie d'invitation, puisqu'on a vu qu'un certain nombre de femmes n'avaient pas eu un cycle d'invitation-relance tous les 3 ans. Depuis la régionalisation, on n'invite plus par tranche d'âge exclusive pour que les femmes n'attendent pas 5 ans leur invitation. Avant, on s'arrêtait, on faisait 50, 65 ans, puis après on recommençait à 49, et la personne qui avait 50 ans, elle devait attendre 2 ans si jamais elle devait avoir du retard au dépistage. Ensuite, il faut aussi diversifier les offres de prélèvement. On se rend compte au moment des invitations et des retours postaux que les femmes parfois ne reçoivent pas de rendez-vous quand elles téléphonent dans les cabinets. On leur dit qu'on ne prend plus de nouvelles patientes. Alors, c'est le cas pour les gynécologues. Heureusement, maintenant, les sages-femmes font beaucoup de suivi gynécologique et elles absorbent une partie des patientes, mais ce n'est pas le cas partout. Et il y a quand même des départements où la démographie médicale est encore plus atteinte, disons. Et peut-être qu'il faudra qu'on mette en place des études pour voir avec les pharmaciens biologistes à ce qu'ils obtiennent une dérogation pour faire des prélèvements. Ensuite, il faut lutter contre les inégalités de dépistage. C'est d'ailleurs pour les 3 dépistages organisés une de nos missions au CRCDC. Pour le cancer du col, la première cause de non-dépistage, c'est l'âge. Et là, ce sont les médecins généralistes, médecins traitants qui vont pouvoir nous aider, parce que si les femmes arrêtent leur dépistage à la ménopause, elles ont quand même 15 ans où elles risquent de faire des lésions précancéreuses qui peuvent même devenir des cancers. Donc, et c'est seulement les médecins qui ne font pas le suivi gynécologique peut-être qui pourront leur rappeler que c'est important de le faire ou leur proposer carrément de réaliser le frottis. Les femmes en situation de handicap sont également moins bien dépistées. Certaines sont effectivement trop handicapées pour avoir des rapports sexuels, mais actuellement, par exemple, les trisomiques vivent plus longtemps et ont des vies sexuelles tout à fait normales. Malheureusement, leurs tuteurs, qui sont parfois leurs parents, les considèrent parfois comme des enfants et il faut leur rappeler que le dépistage est important. La précarité socio-économique est une des raisons majeures de non-dépistage. Elle peut être associée à une difficulté d'accès aux soins si en plus la personne n'ayant pas de voiture doit aller très loin pour se faire dépister. Et c'est pour ça qu'il faudra peut-être aller vers ces femmes-là pour leur rendre important le dépistage, alors qu'elles ont déjà d'autres préoccupations qui sont parfois celles de donner à manger à leurs enfants. Mais ces enfants ont besoin d'une mère en bonne santé s'ils veulent pouvoir continuer à vivre normalement. Alors, l'autoprélèvement serait peut-être un bon moyen de lutter contre l'insuffisance de dépistage, puisque les femmes qui ont peur d'effectuer un examen gynécologique feront peut-être plus volontiers un prélèvement à domicile. En même temps, ça enlèvera le prix de la consultation. Sinon, pour lutter contre les cancers de l'intervalle, on a déjà le nouveau test, le test de dépistage HPV, qui a l'avantage d'être plus sensible et donc de moins nécessiter et aussi de moins nécessiter une intervention humaine. Donc, il aura certainement moins de faux négatifs avec ce test-là. Pour autant, il nous paraît intéressant de continuer, et peut-être dans toute la région, les séances de relecture de l'âme après frottis normaux, puisque les jeunes femmes seront toujours dépistées par cytologie, et que ça permet de voir dans quelles circonstances on a ces faux négatifs. Surtout que vous avez entendu, la moitié étaient vraiment des frottis à la relecture qualifiés de haut grade, donc vraiment des vrais faux négatifs. Les 2 circonstances que nous ont rapportées les anatomo-cytopathologistes en Alsace, c'est soit la personne qui lisait les frottis a été dérangée pendant son interprétation et elle a cru avoir lu une lame et
comme le diagnostic n'était pas marqué et que la plupart sont normales, elle aura mis frottis normal. Ou alors, ce sont des cas où les cellules anormales, elles sont vraiment dans un coin de la lame. Alors, c'est vrai qu'avec les systèmes d'auto-dépistage par ordinateur, qui préparent les lames à regarder de manière plus importante, on aura aussi moins de ces cas-là. Alors, pour les prises en charge non conformes, on en avait de deux types. Les premiers, c'était les perdus de vue. Et là, le CRCDC pourra vous aider à lutter contre ces perdus de vue, puisque les adresses nous sont communiquées régulièrement par l'assurance maladie. Seulement, il faut que pour ça, on ait des résultats et que vous remplissiez correctement les questionnaires pour nous informer, comme le médecin avait informé pour le questionnaire que Justine vous a présenté, que la patiente vivait entre l'Arménie et le Bas-Rhin. Ensuite, la deuxième cause, c'est parfois le retard pour la biopsie. Et nous avons été informés qu'un certain nombre de femmes, surtout celles suivies par des sages-femmes, avaient du mal, quand le frottis était positif ou le test HPV était positif, à obtenir une colposcopie, un rendez-vous. Donc là encore, c'est un peu dommage et de retarder la biopsie pour cela. C'est vrai que le colposcopiste a plus intérêt à faire du diagnostic et à traiter des lésions que de faire du dépistage. Mais l'association entre les deux professions doit être bien réalisée. Voilà, après ces deux exposés, on part chacun avec une jolie liste de choses que l'on pourrait améliorer. Mais je voudrais donc, avant de vous laisser, vous dire merci à vous tous, aux professionnels de santé qui s'impliquent dans le dépistage et à toutes les équipes qui ont préparé le webinaire. Merci beaucoup, Muriel. Je pense qu'on a quand même quelques minutes maintenant de discussion. On peut certainement tirer quelques éléments, quelques leçons. Et pour lancer la discussion, je vais déjà faire peut-être 2-3 remarques. Vous avez constaté certainement dans l'exposé que l'âge moyen du cancer étant de 48 ans dans notre série, on peut dire que c'est un cancer de la femme jeune et qu'il faut de ce fait-là impérativement faire des efforts pour les éviter, entre autres parce que c'est, je dirais, ça survient très très jeune. La deuxième chose, c'est que cet âge moyen fait que dorénavant, ces cancers vont survenir dans une période de dépistage où le dépistage repose sur je dirais, test HPV avec un intervalle qui serait dorénavant de 5 ans. Alors, la bonne nouvelle de l'histoire, c'est que le test HPV ayant une sensibilité supérieure, on aura probablement moins de pathologies d'intervalle, puisque c'est là-dessus qu'a été basé le changement de stratégie, puisque ça a été clairement prouvé par les études. La mauvaise nouvelle, c'est que du fait, l'intervalle va augmenter, et avant qu'on ne relance une éventuelle non-participation, il va s'écouler 5 ans au lieu de s'écouler 3 ans. Donc, il y a un certain nombre de choses, je dirais, les avantages sont, d'après les données de la littérature, de toute façon, supérieurs aux inconvénients, mais quoi qu'il en soit, il y en aura aussi. Et ce type d'analyse sera à refaire d'ici quelques années pour tirer aussi les leçons de ces nouvelles stratégies de dépistage en matière de cancer et de cancer d'intervalle. La dernière remarque que je voudrais faire, c'est que vous avez constaté que globalement, effectivement, on est toujours sur le même nombre, je dirais, ou le même pourcentage de cancers d'intervalle par rapport à des données que nous avions déjà et des audits que nous avions faits sur des données anciennes. Ça, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Parce que dans le système idéal, si vous voulez, nous aurions demain presque plus de cancers, mais la totalité des cancers seraient des cancers d'intervalle. Parce qu'on aura éliminé à la fois la non-participation,
grâce à des invitations et des relances, et on aurait évité les mauvaises prises en charge. Donc, il ne reste plus que la catégorie des cancers d'intervalle, qui, bonne nouvelle, sont de meilleurs pronostics, parce que ça, vous l'aviez clairement montré dans notre élément. La dernière chose que je voulais pointer, et vous avez pointé juste dans la série, c'est qu'on a constaté beaucoup moins de cancers par rapport aux dernières audits. Ça, c'est quand même quelque chose d'excessivement rassurant dans notre région où l'organisation existe depuis très très longtemps. Et donc, on constate quand même une nette diminution du nombre et donc probablement de l'incidence des cancers. Ça veut dire que quand même, le dépistage, même s'il n'est pas parfait, il sert à quelque chose. Voilà quelques remarques de base, si vous voulez, qui sont certainement des remarques, je veux dire, qui nous motivent pour continuer, qui nous motivent aussi pour essayer d'être je dirais, le plus performant possible pour la population. Et je remercie, entre autres, Muriel, d'avoir donné des pistes aujourd'hui pour déjà améliorer les choses. Voilà, j'ouvre la discussion. Si quelqu'un veut effectivement prendre la parole, poser une question, n'hésitez pas, c'est le moment concernant la survenue de ces cancers et, je veux dire, ce qu'il faut penser et dire à des patientes en ce qui concerne les cancers d'intervalle. Madame Jamila. Oui. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. J'avais une question concernant les cancers d'intervalle qui restent quand même très élevés, à 30% sur l'étude qui a été faite dans votre région. Alors moi, je m'interrogeais sur justement l'intervalle de 5 ans concernant le nouveau test HPV. Puisqu'on va gagner en sensibilité, pourquoi est-ce que ce gain de sensibilité va être, on va dire, on va augmenter le risque quand même en augmentant à 5 ans les intervalles entre deux frottis. Donc pourquoi ce gain de sensibilité, finalement, on le pénalise par une augmentation de l'intervalle? Alors, je vais répondre sur deux choses. La première, le dépistage idéal et l'idéal auquel il faudrait essayer d'aller, c'est demain n'avoir plus que 100% de cancers d'intervalle, c'est-à-dire ne plus avoir les deux autres, ne plus avoir les cancers liés à la non-participation et ne plus avoir les cancers liés à une éventuelle prise en charge non adéquate. Donc l'idéal, c'est 100%. Donc 30% pour moi, pour l'instant, n'est pas suffisant. Je veux dire, ça prouve qu'il y a encore des causes qui sont plus importantes. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez un test qui est nettement plus sensible et qui vient, si vous voulez, détecter un facteur de risque qui est l'infection HPV, les études ont montré que effectivement la sécurité qui est donnée par ce test quand il est normal, quand il est négatif, cette sécurité, elle équivaut, je dirais, à une durée de 5 ans par rapport à un frottis qui serait normal sur une durée de 3 ans. Donc, en fait, il n'y a pas de prise de risque pour la population. Les 5 ans sont purement liés, si vous voulez, au fait que, à 5 ans, le risque d'avoir une pathologie, non pas uniquement de cancer, mais aussi une pathologie de haut grade, celle qu'on veut justement diagnostiquer en temps utile, ce risque-là est équivalent, voire même légèrement inférieur 5 ans après un test HPV négatif que antérieurement 3 ans après un frottis normal. Donc ce n'est pas une prise de risque. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ces webinaires. Alors on m'a demandé de traiter ce soir finalement pourquoi pas le co-testing et pourquoi surtout on ne l'a pas choisi. Ça va répondre aussi à la question précédente. On va faire justement un rappel rapide sur la sensibilité du test HPV. On va ensuite voir ce qui se passe du fait de cette transition de la cytologie vers le test HPV et quelles sont les remarques, les controverses et justement cette position du co-testing qui n'est pas supprimé à 100%. On peut toujours rajouter une cytologie dans un contexte particulier, mais vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Je vous donne tout de suite le résultat et j'essaie de vous démontrer pourquoi. Alors déjà, la sensibilité,
Comme vient de le rappeler Jean-Jacques, l'HPV est une cause nécessaire du cancer du col et on retrouve de l'HPV dans 99,7% des cancers du col de l'utérus, c'est-à-dire que les 0,3% qui manqueraient en HPV, en fait, ils ne manquent pas, ils sont là, mais on ne peut pas les détecter parce que souvent, sur ces biopsies, sur ces conisations, le tissu a été abîmé, a été nécrotique, a été un peu brûlé, a été trop fixé, tout ce que vous voulez, et c'est mécanique, c'est chimique, on ne peut pas détecter une trace moléculaire. On sait, à côté de ça, deuxième principe, que maintenant qu'on a la vaccination prophylactique, c'est ça la vraie cible, hein, c'est la prévention primaire. Mais nous ne sommes pas encore dans une population entièrement vaccinée, comme on l'a déjà vu. Donc, la prévention secondaire garde pour l'instant toute son importance, et notamment avec le dépistage primaire HPV chez les femmes de plus de 30 ans. Pour vous rappeler, très grand nombre quand même, heureusement, d'infections qui vont être éliminées toutes seules, hein, dans plus de 80 à 90% des cas, une persistance plus faible et encore moins de lésions de haut grade et de cancer qui apparaît. On a des CN3 qui peuvent aussi régresser, comme vous le voyez ici, 32% des CN3 peuvent régresser, 43% des CN2, et progression vers une invasion, vous voyez, 5 et 12%. Donc, voilà un petit peu où on en est au niveau des chiffres. Pour vous rappeler aussi que la sensibilité de la cytologie est de 40 à 70%. Donc, si on veut avoir une sensibilité meilleure pour répéter la cytologie, mais on augmente le coût, on sait que ce n'est pas coût efficace. Et attention, avec la vaccination qui va augmenter, qui doit augmenter, la valeur prédictive d'un résultat positif avec la cytologie va diminuer puisqu'on ne verra plus d'anomalies grâce à la vaccination, d'anomalies cellulaires j'entends. Le test HPV à l'inverse a une forte sensibilité. C'est ça qu'on veut pour un test de dépistage, c'est une forte sensibilité, puisqu'elle est de plus de 95%, et une forte valeur prédictive d'un résultat négatif. Ça veut dire que quand on a un test HPV négatif, c'est négatif, et que justement, on peut espacer les tests HPV négatifs. 2 tests à 5 ans sont sécuritaires par rapport à une cytologie à 3 ans, comme on vient de vous le dire. Donc, vous voyez une sensibilité comparée sur une grosse étude de cohorte à l'époque où on a porté la plus grosse population française et on avait 96,53 uniquement avec des experts. Donc, vous voyez le souci. Les études randomisées ont montré la même chose quasiment. Donc, le dépistage primaire, je n'y reviens pas. C'est un dépistage séquentiel, HPV en premier, cyto en triage, et on va l'opposer pour ce soir donc au co-testing. Alors, deuxième introduction, cette transition. Donc, on va vers un dépistage primaire avec un triage en sachant que, voilà tous les bémols, il y a de nombreux HPV, on cible 13 à 14 HPV à haut risque, qu'il y a de très nombreux tests moléculaires pour détecter un HPV, 5 tests sont validés par la Food and Drug Administration. La qualité des échantillons est primordiale, on a une cyto en milieu liquide qui est très utile pour avoir une bonne qualité du résultat. Les autoprélèvements sont en plein développement. Les autoprélèvements sont très utiles, mais sont plutôt dédiés à des tests moléculaires, pas à des tests cytologiques. L'idée, c'est que vous faites le test pour une femme, elle le fait chez elle, elle le met à la poste, arrive au labo, on lui dit blanc-noir et elle va voir le gynéco. Voilà, le but, c'est de gagner du temps et en simplicité pour la patiente. Voilà. Il faut aussi que tous ces tests, ces façons de faire, de prélèvement, de type de brossette, parce qu'on sait que c'est important, soient accrédités, validés à un niveau national, à un niveau européen, à un niveau mondial. Il y a des résultats d'études parce que les tests ne sont pas toujours aussi performants qu'on veut bien le dire. Voilà. Il n'y a aucun test parfait de toute façon, mais il y en a des meilleurs que d'autres. Un seul test est insuffisant, même un test HPV. Il faut définir un algorithme de dépistage, même si le test HPV est très bon en valeur absolue, on essaie d'améliorer justement avec un triage cyto et je vais vous le démontrer tout à l'heure. N'oubliez pas que la vaccination reste insuffisante, donc voilà les cibles HPV, je ne vais pas y revenir, on en a parlé la dernière fois. Donc beaucoup des tests comprennent tous ces HPV. En rouge, c'est la cible donnée par le vaccin. Il ne faut pas oublier que tout ce que l'on développe, là, tout ce qu'on discute ce soir du cancer du col, peut servir aux autres cancers HPV induits, comme le cancer du canal anal, vulve, pénis et oropharynx, etc., même s'il y a des petites différences histologiques et de dépistage. En tout cas, il faut essayer de tendre vers des processus communs, de les simplifier, de les standardiser avec des algorithmes faciles, reproductibles par tout le monde. Là, pour vous rappeler que la France, on est à 30% de vaccination maximum, sans vaccination à l'école, évidemment, au niveau organisation, c'est pas terrible. C'est une diapositive que je vous ai montrée il y a quelques temps.
Voyons maintenant donc ce cotesting, maintenant que vous avez cette introduction. Alors, la transition vers le dépistage primaire va dépendre des tests HPV, je viens de vous en parler, en rappelant que ces tests HPV sont indépendants de l'âge, permettent une détection précoce des CIN3 et des cancers, donc avec une protection à très long terme, et le risque de cancer du col à 3 ans après un test HPV négatif est de 70% plus faible comparé à une cytologie normale. Donc, on a une meilleure détection de ce risque du cancer du col. Donc, les tests de triage, en l'occurrence actuellement avec la cytologie, permettent une stratification du risque. Donc en triage, on verra après colposcopie ou pas, tout en gardant sous le coude qu'il ne faut pas trop augmenter les colposcopies et ne pas surtraiter. L'intervalle de dépistage, il a toujours été comparé à 3 ans et 5 ans, et le test HPV à 5 ans est meilleur, supérieur à l'espacement de 3 ans de la cytologie. Et bien sûr, il faut intégrer avec la vaccination, et la vaccination va changer les valeurs prédictives positives, comme on l'a dit. Alors, quelle est la place du cotesting justement au sein de tous ces critères primordiaux? Déjà, il faut faire, là le cotesting, c'est de faire les 2 tests en même temps. Ce n'est pas séquentiel, ce n'est pas successif, on les fait en même temps et il est vrai que c'est mieux quand on a un milieu liquide, ce qui évite de reprélever 2 fois la femme. Ça a été fait très longtemps aux USA, j'ai toujours fait un petit peu d'ailleurs. L'idée de ne pas rater un sous-groupe de cancer qui serait HPV négatif et cytologie positive, on va dire, anormale. Alors, sachez qu'actuellement, même le dépistage commençant, le dépistage HPV, il y a des gynécologues français, notamment à Paris, qui continuent le cotesting. Donc là, ils vont à l'envers de tout ce qui a été validé et c'est très préjudiciable. Alors, pourquoi cette crainte, ne pas rater de cancer? C'est quoi finalement ce faible nombre de cancers du col HPV négatifs? Déjà, c'est un très petit nombre de cancers. Mais en pratique, les HPV, ils sont là, mais ils sont absents ou pas détectés. C'est ça le concept, 99,7 comme on a vu tout à l'heure. Absents ou non détectés par des défauts techniques, des défauts de fixation, etc. Ces rares cancers du col peuvent aussi être liés à de rares HPV à haut risque qui ne sont pas inclus dans le panel classique des 13-14 HPV. Donc on peut dire négatif, mais c'est un HPV rare qui n'est pas dans le test. Bon, ce qui pose aussi la question des tests à utiliser dans un futur proche. Autre paramètre important, lors de l'intégration virale, on sait que les gènes tardifs de l'HPV, la zone L1, qui sert d'ailleurs à faire les vaccins, cette partie du génome L1 peut être perdue lors de l'intégration. Or, il y a beaucoup de sondes L1 dans de nombreux tests HPV. Donc, si vous avez un virus intégré, il n'y a plus de L1. Donc, si vous mettez une sonde L1, elle ne pourra pas s'hybrider contre la cible, puisque c'est intégré, donc vous rendez un faux négatif. Bon. Ceci dit, ça c'est d'une logique torride, mais on n'a pas assez d'évaluation à ce sujet. De toute façon, un HPV est rarement 100% intégré, à part peut-être le 18 dans les adénocarcinomes, mais en général, on trouve encore un peu de L1. Mais c'est une hypothèse sérieuse. Et au total, bien sûr, attention à la qualité des échantillons, au matériel tissulaire nécrotique et vérifier, bien sûr, la technologie moléculaire utilisée. Alors, ce bénéfice relatif, quand on ajoute à une cyto ou un test HPV, c'est plus coûteux. Et en plus, on a beaucoup de cas HPV négatifs, cytonormal, comme on va voir dans un instant. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Après un test HPV négatif, un test cyto additionnel n'offre pas plus de sécurité. Alors, on va démontrer tout ça dans un instant. Et certains pays utiliseraient quand même ce cotesting entre 25 et 30 ans ou après 35 ans. J'ai retrouvé cette dia d'une étude de Mavel récente, voilà, qui vous montre les différents types de dépistage en Europe, régional, national, l'année où ça a commencé, les tranches d'âge des femmes, 30-64, un screening un intervalle de screening de 5 ans, de 3 ans, etc. Et regardez par exemple Espagne, 3 options possibles à 31 ans, cyto, HPV test ou cotesting chez les femmes de 25 à 30. Et là, c'est cotesting en Allemagne chez les femmes de plus de 35 ans. Vous voyez, il y a des petites situations adaptées par pays, why not, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. 3 études principales. Une étude méta-analyse de Mark Carbine, 48 études recensées dans 8 études randomisées, les Randomized Control Trials. Voilà. Ils ont fait le cotesting comparé à la cytologie seule, le seuil d'une cytologie anormale étant le seuil ASCUS, et les taux de détection des CN2+, et des CN3+, étaient respectivement de 42% et 33% plus élevés avec le cotesting, forcément parce qu'il y avait l'HPV. Par contre, la spécificité correspondante était plus faible que celle de la cyto. L'ajout d'un test cyto au test HPV n'a augmenté la sensibilité à détecter un CN2+, que de 5%.
il n'a augmenté la sensibilité à détecter un CN3+, que de 2%, comparé au test HPV seul. Donc une amélioration faible d'un test cyto rajouté à un test HPV. Et cette augmentation de sensibilité confère logiquement, mathématiquement, je dirais, une perte de spécificité. Donc vous voyez la tendance, forcément, on va mieux détecter, mais finalement, on ne détecte pas beaucoup plus. Et ça, je vais vous le remontrer plus en détail dans la deuxième étude, qui est extrêmement complète, de l'étude de Katki, citée par Batla, 331 000 femmes. Ils ont fait un suivi HPV négatif et cytonégatif, donc normal. Ils ont suivi tout ça en cherchant une incidence cumulée à 5 ans des CN3+, donc CN3 et cancer. Chez les femmes HPV négatives, cette incidence cumulée à 5 ans est très faible, 3,8 par 100 000 par an. Chez les femmes HPV négatifs et cytonormales, 3,2 par 100 000 par an. Pas une grosse différence. Chez les femmes cytologiquement normales, la maladie peut être prévalente, hein, par contre, 7,5 par 100 000 par an. Donc on rate moins qu'un test HPV qu'avec une cyto, mais ça on le savait déjà. Presque tous les HPV négatifs, toutes les femmes HPV négatives, donc 99,5% des cas, avaient une cyto normale ou des anomalies mineures. Donc vous voyez cette multitude de frottis qu'on fait en double qui n'avaient rien. Si je prends les femmes HPV positives, 73% d'entre elles n'ont pas d'anomalie cytologique, ce qui pose quand même problème sur 12 000 femmes à peu près. Et ces femmes HPV positives sans anomalie cyto montraient 34% de CN3, 29% de cancer et 63% d'adénocarcinome. Et au niveau de cet adénocarcinome, 17 sur 27 étaient d'ailleurs HPV+, cyto normal. Donc, un grand intérêt du test HPV au niveau de l'adénocarcinome. Je continue l'étude. C'est les seuls détails que je vais vous donner, c'est cette diapositive-là, on a presque fini. Le risque de détecter un CN3+, est plus faible chez les femmes HPV négatives que chez les femmes à cytologie négative, donc normale, à 3 ans. Vous voyez, 0,06 versus 0,1, donc plus faible avec l'HPV. Et à 5 ans, pour la question de tout à l'heure, 0,17 versus 0,36. Donc, quand on a un test HPV négatif, on détecte moins de CN3+. C'est meilleur que la cytologie. Si vous prenez maintenant non pas le risque de CN3+, mais le risque de cancer chez des femmes HPV négatives à 5 ans, bien ce risque est de moitié de celui des femmes cytonégatives, 3,8 versus 7,5 par 100 000 par an. Donc avec un test HPV négatif à 5 ans, le risque de cancer est beaucoup plus faible avec le test HPV que la cytologie, moitié plus faible. Si vous prenez maintenant le risque de détecter un risque de CN3+, qui est plus élevé chez des femmes HPV positives que cytopositives, et à 3 ans, effectivement, quand on a un CN3+, on trouve beaucoup plus d'HPV positifs, 5% versus 3,8, et à 5 ans, 7,6 versus 4,7. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, meilleure résolution, si vous voulez, meilleure détection plus précoce du test HPV, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est important, les derniers points. Une cytologie positive augmente le risque de CN3+, des femmes HPV positives. C'est là l'intérêt de la cytologie en triage. C'est quand on a déjà des femmes HPV positives. Là, si on a une cytologie positive en plus, à 3 ans, le risque passe de 10% versus 3,1 et à 5 ans, 12,1 versus 5,9. Voilà pourquoi c'est intéressant en triage. Par contre, une cytologie positive, non pas sur un HPV positif, mais sur cette cytologie positive n'augmente pas le risque de CN3+ à 5 ans chez une femme HPV négative. Donc, ça n'apporte rien chez les femmes HPV négatives, ni à 3 ans, 0,5 versus 0,04, ni à 5 ans, 0,8 versus 0,16. Donc, une cytologie positive n'augmente pas de risque chez des femmes HPV négatifs. Donc, pas d'intérêt de faire une cytologie chez des femmes HPV négatives. Et en plus, une cytologie négative ne réduit pas le risque de cancer déjà faible des HPV négatifs, 3,8 versus 3,2. Donc, dernière étude avant la conclusion, une autre étude de Schiffman sur plus de 1 208 000 femmes de plus de 30 ans. Ils ont fait aussi cytologie et HPV. Et conclut que la composante HPV seule a identifié une proportion significativement plus élevée de lésions précancéreuses et cancéreuses que la cytologie, donc comme on a vu avant. Seulement 3,5% des précancers et 5,9% des cancers étaient précédés d'un test HPV négatif et d'une cytologie
anormal. Voilà, ça c'était la question. Alors souvent, d'ailleurs, quand on reprend ces études, le test se positive après, mais à l'instant T, c'était comme ça. Ainsi, la composante CITO n'a contribué qu'à hauteur de 5 cas par million de femmes et par an à la sensibilité du test combiné. Donc, la sensibilité à la cytologie apporte peu de valeur, si vous voulez, en plus d'un test HPV, si on raisonne bien sûr en coût-efficacité. Donc, en conclusion, pour ce co-testing le plus souvent chez les femmes de plus de 30 ans, eh bien, un test HPV négatif seul suffit à rassurer en routine avec un très faible risque de CN3+ à 5 ans. Un test HPV, je vous le redis, permet de détecter donc plus précocement des femmes à risque de CN3+, et surtout des adénocarcinomes, tandis que répéter un co-testing n'apporte rien finalement. Un test cyto additionnel négatif normal ne donne pas de rassurance supplémentaire à un test HPV. En revanche, les femmes HPV positives avec une cyto anormale pour le triage montrent le plus haut risque. Les femmes HPV positives avec une cyto normale cette fois montrent aussi un risque substantiel de CN3 augmenté à 5 ans, puisque l'HPV est positif. Et au total, le test HPV positif plus un triage cyto va réduire le nombre de cytos de 95% et est plus efficient qu'un co-testing. Il existe donc un bénéfice limité d'ajouter un test cyto au test HPV. Ça, c'est pour du dépistage en général. Après, dans des cas particuliers, on peut toujours vérifier, mais ce n'est pas du dépistage. Donc, le dépistage primaire HPV et triage cyto est co-efficace. C'est démontré dans de multiples études. J'en ai pris 3 grosses pour vous montrer. En sachant que souvent, on a le génotypage 16-18 pour les HPV pour voir tout de suite si on fait une colpo ou pas. Alors, le triage actuellement est par la cytologie, mais cela pourra changer. Comme je vous l'ai déjà dit, l'impact de la vaccination va diminuer la valeur prédictive d'un résultat positif par cyto et même par HPV oncogène, puisque avec la vaccination, les 16, 18, 31, etc. vont disparaître à terme. Et puis l'impact des autoprélèvements va augmenter cette façon de dépister. Et en dernière diapositive, justement, pour ce dépistage à venir, dans un futur moyennement proche, eh bien, quel test on va utiliser? Est-ce qu'on utilisera toujours le test HPV? On va voir, ou des molécules qui vont dépendre de l'HPV, ou alors des marqueurs autres. Donc le but est d'améliorer le dépistage, améliorer le triage. Il y a des HPV rares, bon, donc une valeur limitée, mais ils existent quand même, il y a des variants. Il y a ces phénomènes d'intégration, cette charge virale qui peut impliquer un pronostic aussi montrant une progression des lésions cellulaires, détection de la protéine 6 qui n'est pas encore utilisée en routine, les marqueurs de méthylation qui sont extrêmement importants et paraissent très pertinents. Voilà. Et n'oubliez pas que le génotypage HPV est utile aussi pour la vaccination pour vérifier ce qui s'est passé avant. Il y a des marqueurs indirects à côté des marqueurs HPV. Alors, un marqueur indirect, c'est quoi? Ça mesure la conséquence de l'infection. On ne recherche pas un HPV, mais on recherche une action de l'HPV. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs types de marqueurs indirects et on manque un peu d'études de comparaison. Citons notamment le triage par la protéine P16 K67 qui peut être intéressant avec un risque cumulé pour détecter un CN2+ à 5 ans qui est bien meilleur que d'une cytologie anormale. Les tests de méthylation des gènes viraux comme les protéines tardives L1, L2 ou précoces E2 et aussi la méthylation de gènes non plus viraux mais humains. Il y en a toute une batterie qui se développe actuellement. L'idée sera peut-être de faire un testing plus global où dans un seul test, on aura le génotypage HPV, l'intégration des variants, des cibles de méthylation par séquençage à haut débit. C'est ce qu'on fait par exemple pour le coronavirus, pour certaines choses. Voilà. Ajouter des biomarqueurs moléculaires, là c'est plutôt pour des thérapies ciblées à visée thérapeutique. On peut rajouter très bien un marqueur moléculaire de gènes humains. Et puis n'oubliez pas que pour vérifier les rechutes ou pas de certains cancers, on peut utiliser l'ADN tumoral circulant d'HPV et plus on en trouve dans le sang, plus cela indique un risque de rechute. Donc c'est utile pour suivre les traitements. Le challenge, donc, vous avez bien compris, c'est de rester synergique entre le dépistage et la vaccination, en sachant que le risque du cancer du col va diminuer avec le temps grâce à la vaccination et que bien évidemment une organisation générale est souhaitable. Le dépistage, c'est bien parti. Ce n'est pas simple, mais c'est bien parti. La vaccination, c'est encore tout un problème. Voilà, merci de votre attention et on verra pour vos questions prochainement, tout à l'heure. Merci Christine. Et donc, je propose tout de suite de redonner la parole au docteur Fender pour un certain nombre d'éléments chiffrés de ce qui se pratique. Muriel.
Donc, pour illustrer le thème du co-testing et du test, du test HPV, je vais vous présenter les résultats du CRCDC avec un focus sur les Ardennes et le Bas-Rhin. C'est la première exploration des stratégies de dépistage choisies depuis l'arrivée du test HPV. Donc, vous verrez que c'est vraiment un tout début. Alors, un petit rappel sur le contexte national et régional. Alors, au niveau national, le dépistage du cancer du col a été élargi au territoire national au niveau de l'organisation en mai 2018. Et tout de suite après, l'HAS a publié les recommandations en juillet 2019 de changement de test, de passer de la cytologie à l'HPV. Donc, un nouveau cahier des charges de dépistage organisé a été publié en août 2020, après que le test HPV en avril 2020 a été remboursé. C'était un peu court pour mettre en place tous les éléments pour l'organisation, et du coup, le recueil de données n'est pas simple. Il est compliqué chez les ACP parce qu'il y a une nouvelle norme et que ça nécessite un logiciel d'extraction particulier. Ce logiciel doit être acheté par les ACP et non pas remboursé par les finances publiques. Pour les biologistes, c'est encore plus compliqué. Or, ils font beaucoup de tests HPV, mais là, il y a une norme qui est sortie, mais pas encore les spécifications techniques. Et cerise sur le gâteau, avec l'obligation de se soumettre au RGPD, c'est aussi plus compliqué maintenant pour les préleveurs d'inclure les femmes dans le dépistage organisé, puisqu'il faut qu'ils demandent à la femme si elle est bien informée de ce que son résultat ira au CRCDC, et ensuite si elle ne s'oppose pas au transfert des données. De ce fait-là, les femmes peuvent refuser, ou alors les coches ne sont pas mises et on n'a pas de résultat. Alors, au niveau régional, le déploiement du docu, on a décidé de le faire progressivement, département par département, avec en 2019 les 2 départements alsaciens, la Moselle et les Ardennes. En 2020, on a rajouté l'Aube, et ensuite, on a prévu cette année, en juin, de faire les premières invitations pour la Marne, la Haute-Marne et la Meuse. Et ensuite, et dès le mois de janvier, là, pendant cette semaine de dépistage, on va préparer les invitations pour la Meurthe-et-Moselle. Alors, il y a de nombreux biologistes qui sont partants, mais qui ne peuvent pas nous donner de données, puisque ce format de compte-rendu CDAR2 n'est pas encore mis en place. La méthodologie qui a été choisie, c'est pour la période, c'est de prendre la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, pour avoir des résultats et pour être quand même déjà dans le dépistage par HPV depuis un petit moment. Donc, j'ai choisi les 2 départements des Ardennes et du Bas-Rhin. Les Ardennes parce que c'est là où on a le maximum de résultats, parce qu'on a une très bonne coopération des analystes, et le Bas-Rhin parce que c'était un département pilote et qu'on avait des habitudes de dépistage pour voir un peu ce que ça donne. Alors, j'ai cherché à séparer les différentes stratégies de dépistage, donc l'HPV en primaire, la cytologie et le co-testing. Et pour ça, quand il y avait 2 tests, je me suis basée sur la date des examens et les résultats disponibles. Il y avait beaucoup de données et les exploitations actuellement sont encore très manuelles, donc je me suis limitée à 2 échantillons de plus de 8000 enregistrements pour les 2 départements.
Donc, au niveau des données, donc l'assurance maladie nous donne les actes de dépistage qui sont remboursés dans la tranche d'âge cible, donc de 25 à 65 ans, et aussi les actes de suivi. Les anatomocytopathologistes et les biologistes vont nous donner les résultats de ces examens. Et on évalue l'exhaustivité des résultats en faisant le rapport entre les données résultats et les données actes. Et actuellement, c'est bien sûr l'assurance maladie qui est la plus exhaustive, puisque je vous expliquais que c'est encore très compliqué d'obtenir les résultats. Alors la stratégie, il faut savoir que dans la norme, même la nouvelle des ACP, l'indication que pose le clinicien, c'est-à-dire quand lui il dit « je voudrais un co-testing », n'est pas transmise au CRCDC. Donc c'était plutôt en regardant les données que j'ai décidé de faire ces quatre classements. Donc la cytologie, quand il n'y avait qu'un seul frottis, le test HPV, un seul test HPV, le triage quand il y avait un premier frottis ou HPV positif et une indication dans les recommandations de faire un triage, et puis le co-testing lorsque les deux tests étaient normaux, ou quand c'était une cytologie type ASCASH ou BAGRAD, pour lesquels il n'est pas du tout prévu de faire un test HPV. Donc, le test était, pour moi, du co-testing. On peut passer à la suivante. Merci. Dans les Ardennes, on a, pour l'ensemble de la période, après 30 ans, encore un maximum de cytologie, 49%, mais l'HPV est à 47%. Le co-testing est relativement peu fréquent. Pareil pour entre 25 et 29 ans. Et on est plus étonné d'avoir quelques tests HPV, mais ce n'est pas un nombre faramineux, seul, 6,1%, puisque ce test est dit trop souvent positif pour les femmes trop jeunes, puisqu'elles sont en début de vie sexuelle. Pour le Bas-Rhin, les résultats sont assez semblables. Il y a encore plus d'HPV chez les jeunes, plus de cyto chez les plus de 30 ans, mais quasiment pas de co-testing. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette courbe qui montre l'évolution temporelle des types de tests. Et on voit qu'en fait, cette 50% entre l'HPV et la cytologie sont essentiellement dus au début de la période où c'était essentiellement des cytologies qui étaient faites, mais dès le janvier 2021, on a beaucoup de tests HPV et en grande majorité dans les 3 derniers mois. Ce résultat est aussi retrouvé au niveau national. C'est sûr que quand on fait un changement de stratégie, il faut toujours un certain temps pour le mettre en place. Alors, au niveau des résultats, pour les tests HPV, je vous dirais de ne pas trop regarder le Bas-Rhin parce que vous voyez que les résultats manquent dans 94% des cas et donc faire des pourcentages sur si peu de monde, c'est pas très intéressant. Je l'ai fait pour dire que je l'ai fait, mais donc dans les Ardennes, on voit que le test HPV en dépistage primaire est positif dans 5,4% des cas, ce qui est plutôt plus faible que ce qu'on attendait, mais on sait que les invitations ont été faites surtout chez les femmes les plus âgées. Donc peut-être que c'est lié à ça. Je n'avais quand même pas assez de données pour faire des choses plus précises. Ensuite, le co-testing, lui, il est positif dans 9% des cas. Je vous ai expliqué, c'est souvent quand on a fait un test HPV pour un haut grade ou pour un ASCASH, on est quasi sûr de l'avoir positif, hein, donc c'est pas très étonnant. Ensuite, les tests cytologiques. C'est la diapo d'après. Là, les résultats inconnus sont moins nombreux. Dans les Ardennes, c'est 20%. Dans le Bas-Rhin, c'est 32%. Donc, dans les Ardennes, on voit qu'il y a un peu beaucoup de résultats positifs en cytologie. Hein. Déjà 6,6% pour Ascus AGC et encore 2,3%
pour les bas grades et 0,5% pour les hauts grades. C'est probablement pour part lié au fait qu'il y a plus de femmes nouvellement dépistées, puisque c'est un département qui démarre, et donc ça peut très bien expliquer ça. Ou alors c'est aussi parce qu'on est peut-être un peu plus méfiant en cytologie au démarrage qu'après. Dans le Bas-Rhin, le test, lui, il est en cytologie, donc on a 12% de frottis normaux, et bon, ça c'est plus normal. Donc l'éco-testing, il y a tellement de peu de cas que forcément c'est pas très intéressant de voir ce que ça donne, mais ils sont en majorité non suspects, puisque la majorité des cas c'était quand on trouvait deux tests négatifs. Voilà. Alors en méthodologie, forcément, je suis obligée de vous dire que faire une évaluation en l'absence de données si importantes, c'est très compliqué. Hein. Donc, je voudrais tout particulièrement remercier les analystes de Champagne-Ardenne et en particulier le cabinet Hippocrate, parce que comme ils font et l'HPV et la cytologie, on a beaucoup de résultats. Donc, voilà, alors que bon, pour nous, c'est plus compliqué. La cytologie sur l'ensemble de la période est majoritairement utilisée après 30 ans, mais vous avez vu que ce n'est plus le cas en 2021, donc c'est quand même une bonne chose. Le co-testing ne concerne que peu de femmes. Le sujet avait été évoqué parce que justement, au niveau des laboratoires parisiens, on nous disait que c'était assez fréquemment le cas. Et donc, on s'était posé la question et on voulait aller voir. Dans le Bas-Rhin, les tests HPV sont trop souvent positifs, mais parce que c'est des tests qu'on a eus par le suivi de cytologie positive. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas trop insisté sur ces résultats. Alors, ce qui est un peu plus ennuyeux, que j'ai remarqué en faisant manuellement l'évaluation, c'est qu'il y a énormément, enfin pas énormément, mais quand même beaucoup de tests de dépistage rapprochés dans les Ardennes. On a 1,80 tests par femme pour 1 an, donc ça veut dire que beaucoup de femmes ont 2 frottis, voire 3 frottis par an, et c'est forcément pas que des frottis positifs. Donc, alors que pour le Bas-Rhin, on est à 1,07, ce qui peut correspondre aux frottis pathologiques. Donc, ce sera quelque chose qu'il faudra qu'on regarde un peu plus. Et donc, les perspectives, donc il faut qu'on améliore le recueil de données, qu'on convainque les PS de l'intérêt du test HPV, ceux qui s'y sont pas encore mis, mais ils ne sont déjà plus que 20%, et certainement travailler sur l'espacement des tests, peut-être déjà explorer un peu plus dans les nouveaux départements ce qui se passe, et voir si on peut trouver des solutions pour rassurer les médecins afin qu'ils puissent les espacer. Et je voudrais dire merci à tout le monde, tous ces professionnels de santé qui s'impliquent dans le docu, ceux qui sont là d'ailleurs et qui nous écoutent, et ceux qui ont préparé, les équipes qui ont préparé le webinaire. Et merci pour votre attention. Oui, merci Muriel pour ces chiffres. Il y a certains chiffres qui sont effectivement tout à fait encourageants. On en parlera aussi dans la discussion. Et je souhaite maintenant donner la parole à ma collègue directe, le docteur Lise Lecointre, qui est à la fois, je dirais, maître de conférence dans notre service, qui est certainement celle qui va me succéder. Et donc, je connais les qualités professionnelles et humaines, et je sais que je vais pouvoir me retirer tout à fait sereinement et calmement. Je pourrais déjà me retirer aujourd'hui. Je dirais, la succession est assurée, et c'est toujours quelque chose d'excessivement rassurant pour moi. Voilà, Lise, je te donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur Baldoff, pour cette très belle introduction. Vraiment, merci beaucoup. Je tenais également à remercier tout le centre de coordination de m'avoir proposé de vous parler.
Donc, de nouveau, du test HPV. Pourquoi faut-il utiliser le test HPV seul et non pas pratiquer des co-tests cytologiques et virologiques? Merci beaucoup. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, la première question que l'on doit se poser, et Justine et Muriel lui ont déjà un petit peu répondu, c'est pourquoi les patientes ont un cancer du col de l'utérus en France? La première raison, c'est l'absence de dépistage régulièrement observée et dénoncée, notamment pour les patientes les plus avancées en âge, au-delà de 50 ans, chez des patientes qui sont aussi en difficulté psychologique, qui ont des difficultés sociales. Et c'est vraiment la première cause où l'on doit mettre de l'énergie. La deuxième raison, ce sont les mauvaises pratiques médicales. On les a également évoquées avec des examens qui ne sont pas lus, les examens qui sont mal interprétés ou les conduites à tenir qui ne sont pas adaptées. Et la réponse que l'on peut faire à ces deux problématiques qui sont réellement importantes, c'est le dépistage organisé tel qu'il se répand actuellement sur notre territoire national. Le troisième point concerne le test de dépistage. On sait tous que la cytologie est un mauvais examen de dépistage avec une sensibilité médiocre et ce qui en fait sa qualité, c'est la répétition des frottis. Diapositive suivante. D'où les nouvelles modalités de dépistage qui cherchent à promouvoir après 30 ans un dépistage virologique. Pourquoi? Eh bien, la première raison, c'est que ce dépistage virologique est d'une part plus sensible. On voit les résultats de la méta-analyse qu'on vous a déjà montré, que le professeur Clavel vous a déjà montré tout à l'heure, qui objective une sensibilité relative supérieure quand on fait du dépistage virologique par rapport au dépistage cytologique, à la fois en termes de lésions CIN3+, et en termes de cancer invasif du col de l'utérus. Vous pouvez voir que pour les lésions CIN3+, au bout de 3 ans, il y a beaucoup moins de lésions dans la partie HPV négative que dans la partie cytologie négative. 0,43, ça veut dire qu'il y a quand même 60 fois moins de risque de développer une lésion si on est HPV négatif que si on a une cytologie négative. La deuxième raison, c'est que ce dépistage virologique assure une protection lorsqu'il est négatif, une protection qui est prolongée. On voit que la limite acceptable en termes de durée après un frottis anormal est à peu près à 3 ans, alors qu'il passe à 5 ans en cas de test HPV négatif. En effet, vous voyez bien, les 3 premières années, c'est à peu près comparable et la courbe commence à se modifier pour la cytologie à partir de 3 ans, comparée à la courbe HPV. Vous voyez que le risque relatif à 3 ans était de 15,4 quand on employait la cytologie et de 4,6 en cas d'HPV, donc 3 fois moins important. Donc l'HPV donne bien une protection et une protection qui est bien meilleure que la cytologie. Et si on regarde à 5 ans, le risque relatif est à 8,7 alors qu'on avait accepté avec la cytologie un risque de 15,4 puisque la recommandation était de le faire tous les 3 ans. Donc vous voyez bien, on diminue en espaçant à 5 ans de moitié le risque de développer un cancer invasif. Donc finalement, ce que l'on peut dire est que le test virologique fait la preuve de son efficacité et de sa supériorité, à la fois en termes de sensibilité et de durée de protection s'il est négatif par rapport à la cytologie. D'où les nouvelles recommandations, on va vite passer, qui font appel à la notion de dépistage. C'est important, le dépistage qui va s'intéresser à toute une population, une masse de personnes, pour parvenir à un diagnostic qui va s'intéresser à un individu. On vous les a déjà montrés tout à l'heure, on va se concentrer sur les patientes entre 30 et 65 ans. Le dépistage organisé va reposer dans un premier temps sur ce dépistage virologique, puisque c'est logique, entre 30 et 65 ans, il y a moins d'HPV, mais plus de lésions, ce qui n'est pas le cas de la tranche d'âge 25-30 ans. Après 30 ans, donc le test HPV en première intention. S'il est négatif, elle est bien mieux protégée que par la cytologie qu'on faisait avant, et on peut se permettre d'espacer tous les 5 ans. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, d'où vient cette polémique du co-testing, du co-test? La polémique, elle vient d'une publication américaine, rapidement suivie d'autres publications, qui mettent en avant l'intérêt de ce co-test virologique et cytologique. Diapositive suivante. Voilà cette publication
où l'on peut voir qu'il y a un nombre important de patientes soumises à ce cotest, et les conclusions des auteurs qui indiquent qu'environ 19% des femmes ont présenté des lésions HPV induites malignes invasives, méconnues par le simple test HPV et rattrapées par le cotest. Donc la question posée par les auteurs était la suivante: ne peut-on pas promouvoir le cotest, c'est-à-dire réaliser à la fois un test HPV et une cytologie concomitamment? Voilà les résultats de cette étude. Parmi ces patientes, si on s'intéresse au diagnostic de lésion CIN3+, dans l'année suivant le test, on voit que le test HPV est plus sensible que la cytologie, mais le cotest, avec 89% de sensibilité, le remporte sur les deux tests séparés, virologique et cytologique. Si on s'intéresse maintenant aux patientes qui ont une lésion CIN3+, à peu près 4000 femmes, la sensibilité du cotesting dans cette étude est supérieure à la sensibilité offerte par un test HPV seul, près de 99% versus 94%. Avec, bien entendu, comme il fallait s'y attendre, une spécificité du cotesting qui est moins bonne et en conséquence une valeur prédictive positive qui est plus faible. Si on s'intéresse maintenant aux 526 cancers invasifs de cette population âgée de 30 à 65 ans, là encore, le cotest est supérieur en termes de sensibilité au test virologique seul. Vous voyez 95% versus 81%. Et cette supériorité du cotest affichée par les auteurs est supportée principalement par les adénocarcinomes du col de l'utérus, qui représentent environ 10 à 15% des cancers invasifs du col. En regardant de façon plus précise les choses, en termes de faux négatifs, le test HPV méconnaît un certain nombre de cancers squameux et encore plus de cancers adénocarcinomateux. Et on voit que le cotest est supérieur en termes de faux négatifs. Le cotest offre moins de faux négatifs. Donc finalement, on peut dire que le cotest est plus sensible que le test HPV et les faux négatifs concernent plus les adénocarcinomes que les cancers squameux, lorsqu'on regarde simplement la virologie. On peut quand même émettre un certain nombre de critiques vis-à-vis de cette étude, des critiques qui se basent d'une part sur la littérature, d'autre part des critiques méthodologiques, et enfin des critiques qui vont plutôt faire appel à la raison. Première remarque, et je vais m'appuyer sur la méta-analyse de Marc Arbin toute récente. Si on regarde la comparaison entre le test virologique, ici par hybride capture 2, versus les cotests dans les principaux essais de dépistage virologique en termes de CIN3+, eh bien on s'aperçoit qu'on a un gain de sensibilité lié au cotest qui est extrêmement modeste, de l'ordre de 1,04. Et on constate bien entendu une perte de spécificité relativement importante, et cette perte de spécificité se traduit sur un nombre important de patients, puisqu'on est en dépistage, donc on s'adresse à un nombre important de patientes, et par conséquent, ces patientes vont devoir subir des examens complémentaires, en particulier la colposcopie, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour une femme. Si on continue toujours avec la même méta-analyse de Marc Arbin, ce qu'il se passe pour les cancers invasifs. Le cotest a effectivement une sensibilité supérieure au test HPV, environ 10% des cas. Mais attention, c'est vrai que cette sensibilité relative, HPV versus cotest, est en faveur du cotest avec 10%, mais attention, 10% de très peu de cas, car en réalité, il y a relativement peu de cancers invasifs. Donc en fait, on va mettre en branle toute une machinerie avec le cotest pour finalement diagnostiquer très peu de cancers invasifs en plus versus simplement l'analyse virologique, le test virologique. Des critiques méthodologiques peuvent également être faites dans ces études, et ces critiques, il faut savoir qu'elles restent vraies pour toutes les autres publications qui ont suivi, car elles suivent toutes le même modèle. Ce sont toutes des études transversales. Donc ça veut dire que c'est une photo à un moment donné, à un instant T, qui correspond à une année d'observation après un test négatif. Généralement, c'est cette année-là dans les études sur le dépistage cervical. Elle compte également
un faible niveau de preuve analytique, incapable de discerner les raisons qui ont conduit à l'échec ou à la réussite du test de dépistage. Et enfin, il existe de nombreux biais, des biais de recueil, des biais liés à la population source. Et nous le voyons bien en cancérologie avec ce que nous sommes en train de vivre avec la pandémie Covid, qui a modifié l'attitude des patientes. Par exemple, en termes de dépistage, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a moins de cancer du col depuis le début de la pandémie, grâce au Covid, entre guillemets. Car en fait, c'est juste un certain nombre de patientes qui n'ont pas consulté, qui n'ont pas fait leurs examens de dépistage et donc de diagnostic qui auraient conduit au diagnostic de cancer. Donc, si on veut véritablement répondre à la question de la supériorité du co-test au test virologique seul, il faut faire une étude longitudinale, il faut le suivi d'une cohorte et regarder dans cette cohorte le nombre de lésions CIN de plus après plusieurs années en comparant celles qui ont eu simplement un test virologique et celles qui ont eu un co-test. La deuxième critique que l'on peut faire, c'est le choix du critère cancer invasif. Dans toutes les publications, le stade n'est pas précisé et c'est très embêtant car c'est un biais majeur dans la mesure où la cytologie peut être diagnostique dans ces cas. Si vous voyez une patiente en consultation qui a des métrorragies et qu'à l'examen au spéculum, vous voyez un col tout à fait pathologique, votre premier réflexe sera de penser au cancer. Alors, vous ferez peut-être une cytologie, mais dans votre tête, ce sera une cytologie diagnostique et non de dépistage, même si on est d'accord, la biopsie semble préférable dans ces cas-là. Si on regarde maintenant un point intéressant en termes de protection dans le temps, est-ce que le fait d'avoir un test HPV négatif ou d'avoir un co-test négatif apporte un bénéfice? Eh bien, cette discussion, elle a été tranchée par nos collègues hollandais dans le cadre de l'étude POBASCAM sur le dépistage virologique avec, vous le voyez, un suivi conséquent de 14 ans. On s'aperçoit que tant pour des lésions CIN3+, que pour les cancers invasifs, la différence entre le co-test ici en vert, le dépistage virologique en rouge, elle est minime. En fait, il n'y a pas de différence ni de bénéfice en temps, en termes de protection. On voit très clairement, par contre, et on le sait déjà, on l'a déjà vu, que la cytologie seule, ici en bleu, offre une protection très modeste par rapport au test HPV ou au co-test. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on a des tests HPV sur des lésions qui sont considérées comme étant de haut grade. On y a déjà partiellement répondu. Si on s'intéresse au cancer du col HPV induit, on peut avoir des charges virales faibles, non détectables par le test virologique. On peut avoir une faible quantité de matériel analysé. On peut avoir une fluctuation dans le temps des charges HPV. On sait par exemple que plus le cancer est évolué, moins la charge virale sera élevée et détectable. On peut avoir une certaine hétérogénéité au sein d'une plage lésionnelle ou des différences selon le test à visée de dépistage virologique que l'on utilise. On peut aussi avoir des lésions liées à des génotypes non détectés par les tests, c'est rare mais ça existe. On peut avoir des cancers qui brûlent les étapes avec des publications qui nous disent que le HPV45, qui fait partie de la série Alpha 7, grille les étapes et le temps classiquement d'une dizaine d'années entre les lésions prémalignes et le cancer invasif peut se raccourcir considérablement. Et enfin, on peut avoir de très rares cancers du col, de l'utérus, d'origine non squameuse et non glandulaire. Et ceci, quand même, reste une véritable exception. Alors, en conclusion, je pense qu'il faut avoir la vision d'un dépistage virologique et ne pas tout mélanger. Un test HPV ne sert pas au diagnostic d'un cancer du col. Le diagnostic du cancer invasif, c'est d'une part déjà trop tard, et d'autre part, c'est un diagnostic clinique. On met un spéculum, on regarde. Le test HPV, lui, va servir au dépistage des lésions de haut grade. Et le dépistage, ce n'est pas s'intéresser à une patiente en particulier, mais c'est la répétition rythmée dans le temps des tests en population, avec donc des objectifs de santé publique, et donc nécessairement coût efficace, et qui doit être évalué si on parle de santé publique. J'espère vous avoir convaincu que le co-test, pour moi, est un gaspillage d'énergie et d'argent. Je pense qu'il faut accepter que rien n'est parfait à 100%, que le passage entre la cytologie et la virologie, c'est vraiment une amélioration, car quand on faisait de la cyto, on avait des faux négatifs.
que le fait d'avoir des cas exceptionnels, et ça existe, où l'on développe des lésions alors que le test est négatif, ne doit pas nous faire revenir à la vieille bonne méthode de la cytologie. Le test HPV seul améliore les choses. Je pense qu'il faut rassurer les patientes quand c'est négatif. Et le fait de rajouter une cyto ne va pas ajouter de la sécurité aux patientes, mais lui imposer surtout des examens et notamment des colposcopies pour rien. Et la perte de la spécificité, clairement, du co-test augmente la morbidité et qui finalement n'est pas compensée par le faible gain de sensibilité. Tout ça toujours pour aboutir à des examens inutiles. Je vous remercie. Merci, le timing est respecté aussi scrupuleusement, c'est très bien. Bravo. Merci beaucoup, Lise. Nous avons maintenant, je dirais, un bon temps de dialogue qu'on va pouvoir mener aussi avec le concours de deux éminents cytopathologistes de la région. D'une part, Gerlinda Avrous, ici, qui travaille avec nous au CHU de Haute-Pierre et j'allais dire qui nous épaule quasiment tous les jours dans notre partie, que ce soit dépistage, mais aussi prise en charge diagnostique. Et d'autre part, le docteur Rémi Picot, qui travaille avec donc dans le laboratoire Hippocrate, dont on a montré effectivement déjà l'implication, je dirais, excessivement importante. J'allais dire en Champagne et Ardennes, ça dépasse très largement le département là-bas. Et je pense qu'on va pouvoir effectivement discuter et mettre en lumière un certain nombre d'éléments qui ont été donnés. Et parmi ces éléments, je souhaiterais quand même souligner un certain nombre de choses. D'abord, remercier les conférenciers parce que les exposés étaient quand même très, très, très clairs et je pense que effectivement, on pourra partir de là avec des choses très, très claires. Remercier aussi Muriel pour les chiffres. En fait, on s'imaginait beaucoup plus de co-testing et je pense que c'est la bonne nouvelle du jour. Nous avons finalement, dans les deux départements, que ce soit dans les Ardennes ou dans le Bas-Rhin, finalement, nous avons très, très peu de co-testing. À tel point, mais ce sera un autre webinaire qu'il va falloir qu'on fasse à un moment donné, c'est que le danger que j'imaginais qui était celui du co-testing, à mon avis, est mineur, alors que le danger, et ça a été évoqué un tout petit peu, mais je voudrais y revenir par la suite, et comme dit, il faudra peut-être faire plus qu'un webinaire, le danger du surdépistage par intervalle court va être beaucoup plus important, d'autant plus que l'intervalle qui est préconisé, et vous l'avez entendu, et on a essayé d'argumenter ce fait, l'intervalle qui est préconisé pour le test HPV, ça ne s'appelle pas 3 ans, et encore moins 1 an qu'on constate là actuellement avec le frottis, c'est 5 ans. Et pouvoir, je dirais, faire face à la demande de la patiente qui est souvent, j'allais dire, une demande teintée d'angoisse pour elle, pouvoir faire face et pour dire non, votre test nous permet d'innocenter, etc., je pense que ça va être très difficile et ça va être l'objet d'un prochain webinaire. Si nous revenons au co-testing, si vous voulez, moi, et pour lancer, j'allais dire, le débat avec nos deux éminents cytopathologistes… Est-ce qu'ils peuvent mettre leur caméra je pense certainement, oui, comme ça on les verra. Pour effectivement lancer le débat, c'est est-ce que vous-même, dans votre pratique, vous avez certainement là maintenant vu des changements, je dirais déjà dans les demandes qui vous ont faites, mais aussi dans votre propre pratique. Est-ce que, par exemple, si vous avez connaissance d'un résultat virologique positif, ceci, quelque part, ne risque pas d'influencer votre interprétation en tant que cytologiste? C'est une question que je pose parce que, et nous allons probablement pouvoir le montrer sur le grand nombre, et donc je ne vous demande pas de chiffrer les choses,
Mais sur le grand nombre, on verra certainement qu'un certain nombre d'interprétations cytologiques, ça ne sera pas tellement dans le co-testing, mais ça sera dans l'HPV de triage, dans le frottis de triage suite à un HPV positif, on aura peut-être un glissement vers, une fois de plus, j'allais dire, la politique parapluie. Voilà, je vous donne la parole. Je veux bien commencer, on en parlait là tout juste avec une de mes associées. On a remarqué effectivement, depuis que le test HPV est en primaire, une augmentation du taux d'ascus dans notre cabinet, bon, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même significative. En sachant que bon, on n'utilise pas, nous, actuellement, puisque d'autant plus que le nombre de frottis a baissé de manière importante, on n'utilise pas d'automates qui permettent de faire un triage des cellules. Donc, on se rend compte qu'il faut parfois recadrer un peu nos statisticiennes, parce qu'il nous arrive assez, de temps en temps de recadrer, de reclasser un ascus en frottis normal, parce qu'elles sont influencées par l'HPV. Et indirectement, on a quand même l'impression qu'on a maintenant beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus de biopsies, et donc il y a eu beaucoup plus de colposcopies qui sont faites actuellement. Et c'est un des arguments des gynécologues qui veulent quand même un co-testing, qui veulent une cytose, et qui disent s'il faut faire une colposcopie maintenant, vu les algorithmes actuels, hein, si j'ai bien compris, quand même la plupart du temps maintenant, d'autant plus qu'on arrive finalement à plus d'un an après le démarrage du dépistage, il suffit d'avoir un test HPV positif dans le suivi d'une lésion intraépithéliale, même de bas grade, ou a fortiori dans le cadre d'une surveillance d'une lésion. Il suffit d'avoir un test HPV positif pour déclencher la colposcopie. Ça leur pose un peu problème et ils aiment bien avoir une cytologie qui va corroborer l'HPV positif. Mais effectivement, le risque, c'est d'augmenter le nombre de frottis positifs, c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez la même expérience à Strasbourg, mais chez nous, c'est comme ça. Alors, pour ma part, à Strasbourg, on a un peu la même expérience, et même, je peux dire qu'on a observé qu'on a en tout, dans notre année 2021, on a regardé un petit peu nos chiffres. Et nous avons détecté parmi les tests HPV un pourcentage positif de 16% des cas, sachant qu'on est dans une population surtout qui vient de l'hôpital et qui vient aussi d'un petit cabinet qui est dans une zone proche de l'hôpital d'Aude-Pierre également. Et donc nous avons un taux positif de HPV au risque de 16%. Et nous avons détecté dans la technique du triage par cytologie un taux plus important d'ascus, effectivement, qui par moment atteignait presque 20%. Après, on s'est dit il faut un peu freiner, mais bon, c'est difficile de freiner quand on a connaissance du test HPV. En fait, la plupart du temps, on a connaissance, on sait qu'il y a un HPV, et donc on regarde effectivement le frottis complètement différemment. Et parfois, on trouve aussi des lésions de haut grade qu'on n'a pas vues avant parce que le frottis n'avait pas beaucoup de cellules néoplasiques. Et vous savez tous que les cellules du haut grade sont beaucoup plus petites, sont plus difficiles à voir, et donc on va plus facilement regarder ce frottis de façon différente que dans un simple dépistage. Donc on a tout à fait observé cette augmentation des ascus. Après, c'est sûr que c'est à voir dans le temps. On va certainement s'améliorer avec le temps et arriver à des chiffres corrects. Si on regarde une étude qui a été réalisée par des Américains qui s'appelle le Impact Trial, donc l'impact du test HPV concomitant avec la cytologie a été analysé sur plus de 35 000 femmes. Ils avaient un taux de HPV positivité de 15,1%, avec des HPV au risque 16 et 18 de 3 et de 1,5%,
Et ils avaient aussi un taux cytologique de Ascus de 6,5%, qui est un peu plus élevé que ce qu'on avait avant dans le testing, dans le triage avant, et de lésions au-dessus de l'Ascus, c'est-à-dire de plus de 3%. Et ça dans une population standard, ce n'était pas une population hospitalière généralisée. Donc on a quand même une augmentation des cytologies, mais même que dans cette étude, la cytologie était faite en double aveugle avec le test HPV. Et par contre, ils avaient une histologie pour toutes les patientes, parce qu'une colposcopie était réalisée aussi bien dans les tests HPV positifs que dans les tests HPV négatifs. Ils avaient trouvé, en cas d'une colposcopie, dans les HPV négatifs avec cytopositive et dans les HPV positifs avec cytopositive. Et ils avaient trouvé un taux de lésion CIN2+, de 12,4%. Donc c'est quand même dans la population générale. Ça, c'était une étude très bien menée, très très rigoureuse, et avec un taux de positivité de lésions clairement prouvées histologiquement de plus de 12%. Donc je pense qu'il faut que nous, on reste dans notre stratégie, et après, avec l'indication de la colposcopie, lorsqu'un test HPV est positif, avec un triage cytologique positif, voire, comme les Australiens proposent plutôt une colposcopie immédiate dès qu'on a un HPV 16 ou 18 proposé. Ça, on va le voir avec le futur et dans les études qui vont suivre. Merci beaucoup, merci Gerlinde. Alors, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur la remarque du docteur Picot. La demande des gynécologues, notamment quand ils sont en surveillance d'une lésion, qui généralement c'est une lésion de bas grade, donc ça peut même être une lésion de CIN2. Cette demande, je dirais, de fait de mon expérience colposcopique, est assez, j'allais dire, surprenante. Si j'ai un diagnostic de CIN de bas grade, que je ne souhaite bien entendu pas traiter, que je vais surveiller 1 an après, je peux parfaitement concevoir. Et je pense que tout ce qu'on a dit ce soir, et notamment ce qu'a dit Christine Clavel concernant la forte valeur prédictive négative du test HPV, je peux concevoir que si le test HPV, pour cette femme qui est porteuse, qui était porteuse, je dirais, d'une CIN1, de CIN de bas grade, si ce test HPV 1 an après est encore positif, pour moi, il n'y a pas de place pour un frottis, il faut d'emblée retourner à la colposcopie. Inversement, si ce test HPV est négatif maintenant, compte tenu de la forte valeur prédictive négative, je pense qu'on peut éviter, et le frottis fait à ce moment-là apporte très peu de sécurité supplémentaire. Et donc, je pense que dans le suivi, ce serait effectivement, mais je parle en tant que colposcopiste, le suivi d'une lésion que j'ai déjà vue et pour laquelle je décide quelle est la stratégie ultérieure. Ce n'est pas tellement les résultats intercurrents, elle est encore positive, il faut que je la revoie et il faut que je vois si dans mes données colposcopiques, est-ce que c'est une lésion qui a grandi, qui n'a pas grandi, qui a changé, qui n'a pas changé, des atteintes vaginales qui sont associées ou pas, pour voir effectivement si je peux persévérer dans cette stratégie de simple surveillance. Et je pense que c'est quelque chose que, cette fois-ci, les colposcopistes doivent petit à petit apprendre, et ils doivent apprendre, j'allais dire, à faire confiance à un HPV négatif, voilà, et à se méfier de l'HPV positif. Parce que c'est là où le colposcopiste doit être particulièrement fort. Et c'est, on l'a vu, quand même dans une population qui est non négligeable.
Alors, je souhaiterais aussi remercier Lise Lecointre qui nous a montré notamment l'expérience néerlandaise avec ce qui est important, c'est l'étude longitudinale. Parce que, et ça a déjà été montré par Schiffman et Christine Clavel l'a montré ce soir, effectivement, il y a probablement des explications virologiques au fait que le test HPV est plus souvent négatif dans les cancers parce que j'allais dire, le message à détecter a disparu. Il a été intégré et il n'est plus apparent, notamment pour ce qui concerne L1. Il est plus souvent négatif dans les cancers, il est 2 fois plus souvent négatif que dans les lésions de haut grade. Et ce qui est important, c'est de ne pas constater quelque chose à un moment donné, à un moment T, mais bien de voir quelle est la sécurité de notre stratégie sur le long terme pour la femme. Et effectivement, cette sécurité de stratégie nous montre finalement que le co-testing par rapport à l'HPV seul apporte très peu de sécurité supplémentaire pour les CIN3 et surtout pour les cancers. Et c'est cette expérience néerlandaise qui, à mon avis, doit nous renforcer dans cette politique de rester sur ce test HPV en primaire seul et non pas le co-testing. Et doit certainement, pour nous, et avec ce que vous avez dit à la fois Rémi et Gerlinde, dire effectivement, demain, les choses effectivement dans la vraie vie et dans nos laboratoires vont changer parce qu'on va être influencé. Et les influences vont aussi être différentes avec, au fur et à mesure que la pathologie va devenir plus rare parce que l'expérience des cytotechniciens, effectivement, que vous avez dans vos laboratoires, va effectivement s'amenuiser, etc. Mais en même temps, l'HPV, et ça a été dit par Christine, l'HPV chez une personne, par exemple, vaccinée, n'est pas la même signification que l'HPV chez une personne non vaccinée. Parce que vacciné, c'est probablement, et le plus souvent, un HPV qui est juste présent parce qu'il y a eu un rapport, entre guillemets, contaminant dans la semaine qui a précédé, et ça ne sera pas du tout une infection persistante, parce que cette femme est protégée par son vaccin, et ça ne sera pas du tout une occasion de faire une CIN3. Et donc, le test HPV va aussi perdre en valeur prédictive positive, pas uniquement la cytologie. Et ça, c'est quelque chose qui est important à voir. Voilà un petit peu les choses, et maintenant je voudrais me tourner vers Émilie éventuellement, afin que nous tous, les conférenciers et les débatteurs, on puisse éventuellement répondre aux questions qui sont posées. Émilie. Oui, alors je vais tout de suite faire les questions qui étaient déjà dans le chat. Après, j'ai d'autres questions qui étaient déjà posées lors des inscriptions, donc on fera en 2 temps. La première, là, dans les chats, c'est un médecin généraliste qui soulève un problème, qui dit qu'en tant que médecin traitant, il n'a pas accès aux résultats, que voilà, les laboratoires ne lui envoient pas les résultats des frottis effectués par les spécialistes, ou gynéco ou sage-femme, et que pour lui c'est un problème puisque quand il voit ses patientes, ensuite il ne sait pas quel a été le suivi, les femmes ne s'en souviennent pas toujours, et voilà, il voulait savoir s'il n'y avait pas un moyen pour qu'un médecin traitant ait accès aux résultats de suivi de ses patientes faits chez d'autres médecins. Je ne sais pas qui peut répondre à ça, est-ce que c'est faisable ou pas? On peut déjà poser la question, qui veut répondre? Alors, je vais répondre sur, je dirais, une pratique qui est forcément une pratique personnelle. Mais je vais répondre aussi sur une expérience qui avait été menée dans le Haut-Rhin à un moment donné. Nous avions des financements du régime local et qui nous permettaient de financer l'envoi d'une copie du résultat systématiquement au médecin traitant, sous réserve, bien entendu, que la femme donne son accord au moment où on prélève. C'est à peu près la même chose que de demander l'accord, effectivement, que le résultat parvienne au CRCDC. Alors, ça a très
mal marché. Il y a eu très peu de résultats qui ont finalement été partagés avec les médecins traitants. Très peu, très peu. Et quand j'ai commencé mon activité ici de consultation, j'ai systématiquement posé la question, et en tant que jeune médecin à l'époque, j'avais souvent la réponse, ah ben non, écoutez, de toute façon, ça n'intéresse pas mon médecin, le côté gynécologique, c'est vous qui l'assumez. Donc, je veux dire, au départ, j'étais probablement un petit peu trop mou et trop tendre, et j'ai pas eu le réflexe, il y a de cela plus de 20 ans, pour effectivement modifier les choses. Alors que le médecin traitant existait déjà en tant que tel. Et puis maintenant, et depuis toujours, maintenant, j'allais dire, probablement depuis que j'ai dénommé professeur, ça a dû changer quelque chose. Quand je pose la question à une patiente et qu'elle me dit « non, ça n'intéresse pas mon médecin », je pose systématiquement une question en retour. Je me dis « qu'est-ce qui vous autorise à dire cela ?» Et là, en règle générale, j'ai un silence absolu. Et j'ai dit, écoutez, compte tenu de votre silence et compte tenu du fait que c'est votre médecin traitant, je pense qu'il faut absolument l'informer. Et c'est vrai que je prends l'habitude systématiquement, non seulement d'écrire au médecin qui m'a envoyé la patiente, donc un médecin référent, qui est souvent un gynécologue, mais systématiquement un double au médecin traitant et systématiquement un double à la patiente. Ça, il me semble, c'est de bonnes pratiques. Et j'ai une consultation qui déborde. Donc, apparemment, les patientes ne m'en veulent pas trop. Donc, voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui est difficile. Ça nécessite de toute façon l'accord de la patiente. Ça, c'est tout à fait indéniable. Mais que ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable. On arrive à l'avoir. Tout comme j'ai systématiquement l'accord de la patiente pour pouvoir transmettre les données au CRCDC. Ça me prend en tout et pour tout à peu près 30 secondes pendant lesquelles non seulement je parle, mais je termine de remplir le bon de cytologie. C'est-à-dire, il n'y a pas de perte de temps. Merci. Alors, il y a plusieurs questions qui avaient été posées et dont les réponses ont été apportées lors des présentations. Alors, il y en a peut-être une, je ne sais pas, peut-être professeur Clavel. Est-ce que la vaginose accélère le processus d'envahissement par les HPV? Alors là, voilà une question très spécifique. Bon, pas à ma connaissance, alors la vaginose, on peut dire que c'est un état un peu inflammatoire. Alors, tout ce qui est inflammatoire, c'est toujours des facteurs favorisant un petit peu de faiblesse. Mais bon, la cible de l'HPV, c'est quand même le col. Alors après, on sait qu'on a des cancers potentiellement du vagin, de la vulve, mais dans une proportion moindre. Peut-être que si on a une vaginose, et là je vais laisser mes collègues gynécologues répondre, peut-être qu'on va faire encore plus attention, mais bon, pour moi c'est indépendant de ce qui se passe au niveau du col. Ça peut être en plus, mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire. On peut faire un test HPV aussi s'il y a une biopsie ou s'il y a un frottis, on peut vérifier. Mais il faut vérifier, c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que je dirais. D'accord. On a encore 10 minutes. Oui, alors une question un peu plus sur le suivi. Chez une femme de 50 ans, considérée comme en stabilité sexuelle depuis plus de 10 ans, qui a toujours eu des frottis normaux sans test HPV, et qui présente maintenant un test HPV positif, dont le HPV 16, avec un frottis normal, que faire? Ça veut dire, enfin, je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre, mais si elle a déjà eu plusieurs frottis sans test HPV, tout d'un coup on lui en fait un qui est positif, 50 ans, ça veut dire qu'elle l'avait avant, voilà, et là on le trouve. Alors un test positif, cytonégatif, vous m'avez dit, un cytonégatif, hein. Oui. Et ben là, je pense qu'il va, vu son âge, je pense qu'il va aller en colposcopie. Voilà, après, on peut répéter, mais je connais pas, il faut voir son passif. Est-ce qu'elle a eu des lésions avant? Non, a priori non. Alors les questions subsidiaires, c'était est-ce que la colpo est nécessaire? Doit-on faire une biopsie sans colpo? Quel est le risque de trouver un cancer? Et quelle suite à donner?
Alors, Le problème, oui, la recommandation, je prends la parole. La recommandation est très claire. La recommandation qui est HPV positif, frottis négatif chez une patiente qui n'a eu aucune histoire jusqu'à présent, c'est contrôle par test HPV 1 an plus tard. Et si là, il persiste toujours encore cette infection d'HPV, c'est vrai qu'elle ira en colposcopie à ce moment-là. Et c'est lorsqu'on fera ce contrôle test HPV 1 an après qu'il ne faut surtout pas faire une deuxième fois confiance au frottis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu lieu de faire un deuxième frottis de triage sur cette HPV de contrôle 1 an après. C'est à ce moment-là colposcopie, mais certainement pas colposcopie au départ. Comment ceci ensuite peut s'expliquer si elle est effectivement dans, je dirais, un régime de croisière stable en termes d'activité sexuelle, je dirais, ça peut s'expliquer par le fait que le partenaire n'est peut-être pas dans un régime de croisière aussi stable. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus probable. Et ce qu'il faut dire à la patiente pour éviter de l'envoyer tout de suite chez un avocat, c'est effectivement de dire que l'HPV peut être dormeur depuis très très longtemps. Et là, on a fait pour la première fois un test, on l'a vu, mais le frottis est normal, donc ce n'est absolument pas grave. Et il n'y a pas lieu de faire de biopsie, et encore moins de biopsie à l'aveugle. La biopsie à l'aveugle, je ne sais même pas ce que c'est. Je pense que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est comme si vous me parliez de traitement au chalumeau. À peu près pareil. Donc, ça n'existe pas. Voilà. Dernière question, Émilie, puis la soirée avance et on est presque à 20h. Donc, oui. Merci à tout le monde d'ailleurs d'avoir respecté le timing. Alors, juste avant la dernière question, je voulais juste apporter un témoignage d'un cytotechnicien qui disait qu'il trouve que la part d'HPV négatif avec frottis, HSIL ou adénocarcinome ou AGC est non négligeable sur des cotestines. Voilà, c'était son avis. Donc la dernière question, si le premier frottis n'a pas été fait à 25 ans, mais plus tard que 25 ans, quelle est l'utilité de faire le deuxième frottis 1 an après? Alors, là encore, on peut répéter la recommandation. Si on est avant 30 ans, l'utilité de faire le deuxième frottis 1 an après, c'est parce que nous connaissons avant 30 ans, mais comme après 30 ans, et ce qui a été dit par Christine, cette sensibilité imparfaite du frottis. Et donc, nous n'allons pas faire courir à cette femme un risque pendant 3 ans d'avoir éventuellement être tombé sur un frottis faux négatif. Si on est, je dirais, après 30 ans, c'est sûr qu'on fera un test HPV à ce moment-là et on ne fera pas un frottis de contrôle. Mais on le fait à 1 an, je dirais, de ce premier contrôle frottis. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'emblée un test HPV dont on connaît la meilleure sensibilité? Mais avant 30 ans, on connaît aussi la très faible spécificité. Avant 30 ans, l'HPV est beaucoup plus un marqueur de l'activité sexuelle qu'on sait, je veux dire, pas du tout en régime de croisière, comme on a dit juste avant, mais je veux dire en régime d'exploration. Et que donc, dans ces cas-là, ça se ramasse très facilement parce que ça se transmet très facilement. En règle générale, on sait que l'HPV se transmet, même en utilisant le préservatif, au bout de 3 rapports sexuels avec le même partenaire. Et ça va dans les 2 sens. Donc, il est évident que c'est un marqueur d'activité sexuelle qui n'a pas, j'allais dire, sa place avant 30 ans parce qu'il y a trop d'HPV positifs. Et ça va mettre, si vous voulez, une angoisse et un excès d'examen, sans compter qu'à ce stade-là, on est souvent sur des cols avec un aspect colposcopique encore d'immaturité et une métaplasie immature qui blanchit comme n'importe quelle lésion, et à partir de là, on rentre dans un engrenage de surdiagnostic et de surtraitement. Parfait, merci. Vous avez le droit de me contredire. Hein. Moi, c'est une question qui vient comme ça pour finir. Est-ce que, il me semble que la Hollande, il commence à 35 ans le test HPV. Est-ce qu'il y a un avantage à commencer à 30 ans par rapport à 35 ans? Ça a été défini comme ça en France. Je pense que les Alsaciens sont très légalistes. Quand ça a été défini, on suit.
30 ans semble plus pertinent, Jean, quand même. 35 ans, c'est Ok. quand même le pic des CIN3 à 35 ans. Bien sûr. On recherche des hauts grades quand même. Bon, comme ça a été bien dit tout à l'heure, ça me paraît un peu tard, mais c'était des discussions très longues avec les Anglais et les Hollandais de dire pourquoi pas aussi et plus de 25 ans si on veut être parfait. Mais bon, après, on en revient, comme disait Jean-Jacques, à un excès de test HPV avant 30 ans. C'est pour ça qu'il nous faut des biomarqueurs plus spécifiques, c'est toujours pareil. Voilà, ça n'empêche pas que, c'est ce que j'essaie de vous dire, peut-être que la méthylation jouera un rôle. Il y a des résultats très intéressants. Seulement, ce n'est pas des techniques simples, pour l'instant. Avant la conclusion de président de séance, bon, merci pour le timing, pour les participants et tous les gens qui ont organisé. Voilà. On dit Msoch en malgache, donc merci. Merci Msoch. Merci aussi Merci à à tous. tous les conférenciers. C'était vraiment des conférences d'une très grande clarté et je pense que c'est vraiment quelque chose. C'est aussi une forme probablement, mais là il faudra attendre probablement les évaluations et les avis de ceux qui ont participé. Et je les remercie d'avoir participé. Je les remercie aussi de nous envoyer leur vécu en la matière et puis dire sur quel point on peut encore s'améliorer pour répondre à ce genre de choses. Et je pense que on pourra probablement, et on aura probablement à faire prochainement un webinaire sur les intervalles trop courts. Et ce n'est pas forcément facile parce que faire face à une demande de patiente, etc., il faut déjà avoir beaucoup d'arguments et il va falloir qu'on les partage pour les avoir effectivement tout prêts. Merci beaucoup, merci à tout le monde, bonne soirée et à très bientôt. Ce webinaire sera en ligne sur le site, donc ça c'était important de le dire, dépistagecancer-ge.fr. Au revoir à tous et bonne soirée et merci à l'organisation. Super. Et vous aussi tout le monde, merci. Au Au revoir. revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.